Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence Médiévale et cette fois on part pour une visite de la tour Jean sans peur. Alors moi je suis juste devant, Fréquence Médiévale, l'émission de web radio d'histoire et images médiévales, et donc je vais rentrer dans la tour Jean sans peur qui se situe à Paris nous allons partir pour une visite. Je rentre et c'est parti, voilà, j'ouvre la porte. Voilà, je rentre, d'un coup il y a un peu moins de bruit, parce qu'on n'a plus le bruit de la rue, et je me retrouve face à face avec Agnès Lavoie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà pour les auditeurs et les auditrices? Alors moi je m'occupe de, je suis Agnès Lavoie, je m'occupe de la tour depuis plus de 15 ans, depuis son ouverture publique en 99, et je m'occupe des publics et de la communication dans ce lieu. Ben, ça tombe bien, vous allez pouvoir nous le faire visiter. Sans problème. Alors donc là on est dans la salle de base, et donc on va rentrer directement dans la tour, puis on va grimper directement à l'étage. Alors on a des éléments intéressants dans cette première salle, parce qu'on a une présentation d'une exposition sur la place du Louvre. Donc on a décidé qu'au rez-de-chaussée on aurait une exposition accessible gratuitement, et donc sur des thèmes liés au patrimoine parisien. Alors on va grimper les étages et il va y en avoir beaucoup. Oui, parce que... Alors il faut rassurer les prochains visiteurs qui pourraient venir par l'émission, l'escalier est très facile à monter, c'est un escalier princier, donc les marches sont peu hautes, c'est un petit détail important. Donc on arrive donc à un premier niveau. Voilà. Alors premier niveau en fait qui présente l'histoire de la tour en général en fait, donc une histoire un peu... Alors c'est l'histoire de la tour et les fonctions sur toute cette tour qui est particulière et qui met à mal un petit peu l'idée de ce qu'on se fait d'une tour ou d'un donjon médiéval, c'est-à-dire que là c'est une tour qui n'est pas du tout fortifiée, elle a énormément d'ouvertures, elle a une forme rectangulaire et elle est surtout très haute. Elle a été construite pour montrer la puissance d'un prince au début du XVe siècle. Ce prince, c'est le duc de Bourgogne, Jean sans peur, le cousin du roi. Il vient de prendre le pouvoir, on est en 1409, et il tient à montrer dans la pierre, finalement, qu'il est présent à Paris, au niveau de son palais, et donc il fait construire cette belle tour. Donc il n'y a pas d'éléments vraiment fortifiés, à part les derniers niveaux, avec la présence de machicoulis, mais qui sont là plutôt décoratifs qu'opérationnels. Alors il faut juste rappeler un petit élément de contexte, parce que 1409, on est 2 ans après un événement quand même très important, c'est l'assassinat de Louis d'Orléans. Voilà, il vient de prendre le pouvoir et effectivement il avait un obstacle en face de lui. Il faut rappeler même le contexte global. On a un roi qui s'appelle Charles VI, qui est là entre 1380 et 1422, et son règne malheureusement est parcouru de crises de folie, si bien que à partir de 1393, le roi Charles VI va il va nommer en fait un régent. C'est là qu'on voit qu'il est quand même intelligent. Il nomme un régent pour le remplacer en cas de problème, et donc il nomme son frère Louis d'Orléans, ce qui ne plaît pas à une famille puissante que sont les ducs de Bourgogne. Et à partir de 1393 commence une rivalité Orléans-Bourgogne qui va s'affirmer non pas avec Philippe le Hardi qui est duc de Bourgogne à l'époque, mais avec son fils Jean sans peur qui arrivera en 1404. Et donc qui en 1407 fait assassiner donc Louis d'Orléans à Paris. Il réussit à faire assassiner Louis d'Orléans à Paris, au croisement des rues Barbette et rue Vieille du Temple. On peut même encore les voir aujourd'hui, en l'occurrence. En tout cas, on peut voir l'emplacement. Voilà, c'est l'impasse des Lavaliers qui n'est pas vraiment l'emplacement, mais voilà. Alors pour l'ambiance, je vous conseille, et puis même pour l'histoire, je vous conseille de lire le livre fabuleux de Bertrand Schnerb, Armagnac et Bourguignon, La maudite guerre, qui est génial, et qui se lit comme un roman, un polar même, et pourtant c'est la réalité, c'est un best-seller pour moi, voilà. Et parce qu'en plus il y aura un match retour, parce que Jean sans peur sera lui-même assassiné, voilà. C'est presque une guerre des gangs, si on peut dire. Enfin, les historiens en ont parlé aussi comme là c'est des règlements de compte entre deux mafias finalement. On parle de ça. C'est le parrain, voilà. Voilà, exactement. Et en tout cas, il y met les moyens, et effectivement, il finira lui-même, Jean sans peur, assassiné en 1419. Mais il a eu le temps quand même de faire construire un très beau lieu. Et en effet, vu qu'il s'appuie sur une partie de la population parisienne, donc en fait, quand il fait construire cette tour, c'est à l'époque. Aujourd'hui, évidemment, on est habitué à des bâtiments extrêmement grands, donc on dit bon, oui, en effet, elle est grande, mais c'est pas extraordinaire. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, c'est un des bâtiments les plus élevés de Paris. Voilà, donc, en termes de lieux civils d'habitation, quand on a des tours d'église, évidemment, des clochers qui sont beaucoup plus grands, mais cette tour civile médiévale, elle représente quand même 8 étages actuels, ce qui est pas mal du tout. Elle domine
domine le palais de Bourgogne, qui fait quand même 1 hectare, 10 000 mètres carrés, et elle se situe au milieu de ce palais. Donc elle est effectivement très haute, et on imagine fort bien un niveau de guet au dernier étage, ou un moyen pour surveiller et peut-être utiliser ce niveau en surplomb, mais pas que. Elle a plusieurs fonctions, cette tour, très intéressante d'ailleurs, et je crois que c'était Mesqui qui en avait parlé comme une tour un peu bâtarde, avec plein de fonctions différentes, enfin assez unique. En tout cas, voilà, elle renferme d'autres fonctions qu'on va peut-être voir maintenant. Alors, dernier élément, parce qu'on voit aussi ça dans les fondations, la tour s'appuie en partie sur les anciennes fortifications de Philippe Auguste, qui ne sont plus utilisées, qui sont dépassées, parce qu'il y a les fortifications de Charles V qui ont dépassé ça, au niveau de la rive droite. L'histoire de l'urbanisme parisien, cette histoire qui est passionnante, effectivement. Donc l'hôtel de Bourgogne, qui était en fait au départ hôtel d'Artois, va se construire de part et d'autre du premier rempart qui a fait le tour de Paris, le rempart de Philippe Auguste. Ce rempart donc va être finalement englobé dans la résidence des ducs, et il ne va pas être détruit. Et il va servir de point d'appui pour les maisons du palais, en même temps que aussi de lieu de circulation entre les maisons, entre les lieux. Et on constate bien qu'à la fin du Moyen-Âge, on a différents palais qui se sont construits le long de ce rempart de Philippe Auguste, si on regarde un plan du Paris au XVe siècle. Donc on a un usage en fait pour cette enceinte, et tant qu'il y a un usage pour les bâtiments, eh bien on les garde. Et c'est le cas pour le rempart, qui sert d'appui pour la tour de Jean sans Peur. Donc Jean sans Peur peut aller comme ça se balader sur le rempart de Philippe Auguste. Mais qui n'a aucune fonction défensive, le rempart là. Aucune, donc c'est une fonction, on va dire, pratique de circulation. Mais c'est quand même intéressant de voir que ce rempart est utilisé. Et c'est, à mon avis, aussi intéressant de voir que le palais, comme par hasard, s'est installé de chaque côté du rempart. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment un but aussi utilitaire très intéressant là-dessus. On monte hein. Oui, alors peut-être que je peux vous donner les fonctions des autres, oui. Parce que c'est quand même intéressant. On a pour ce lieu quand même, parce qu'on est au premier étage, on a une très belle maquette, et on voit, on parlait de la fonction peut-être de surveillance, on a surtout en fait tout en haut de la tour des chambres d'un confort important, qui sont qu'on peut associer à un lieu pour le prince, peut-être de réunion, donc confortable, on verra ça peut-être dans la suite de la visite. Donc ces pièces pouvaient lui être destinées, et pour y accéder, c'est ça qui est intéressant aussi, on a un splendide escalier. Alors on va l'emprunter, cet escalier, il faut savoir que c'est un joyau de cette architecture du XVe siècle. L'escalier en tant que tel, mais aussi la fin d'escalier avec une voûte sculptée admirable, qui fait tout l'atout de la visite du lieu. Cet escalier est un rare vestige d'escalier du début du XVe siècle, les grandes vices princières qui démarrent en fait à cette époque-là, et qui vont donner les beaux escaliers de Blois et de Chambord, par exemple la Renaissance. Donc avec cet escalier et la tour, on a un pied dans la Renaissance en fait, c'est ça qui est intéressant. Alors qu'on est dans un contexte tumultueux, une guerre de 100 ans, une guerre civile déclarée à Orléans, en Bourgogne, et pourtant des choses magnifiques qui se passent à Paris. Alors, ok, donc c'est parti, on va monter. Alors je précise aussi, la tour c'est le dernier vestige donc de ce palais. Le reste, on n'a quasiment plus rien du reste. On a un mur de refend qui reste à l'arrière, qui soutient la tour, donc heureusement qu'il est là. On a quelques fondations, mais effectivement il n'y a plus rien du palais. Alors donc on monte, on grimpe. Et oui, faire de l'histoire médiévale, c'est aussi faire du sport, quand on visite des châteaux. Les marches sont peu hautes quand même. Hein? Les marches sont peu hautes? Non, les marches sont peu hautes. Non, je ne décourage personne de monter, mais bon, c'est une belle petite escalade. Alors on peut admirer aussi toutes les lisses, tout le travail en fait de l'escalier, parce que souvent on veut apercevoir la voûte, mais moi je trouve que ce qui est très important également, c'est tout le travail fait au niveau de l'escalier. Et on a pu analyser les qualités de pierre et la construction du lieu avec un archéologue suite à l'ouverture de la tour publique en 99. On a fait un gros travail en fait de relevé du bâti, et on a vu un petit peu les qualités de pierre employées. On a ici du liais, c'est une qualité de pierre très importante qui est utilisée pour ce type d'escalier, pour la sculpture également qu'on va voir dans quelques instants. Et ça coûte une fortune. En effet, ouais. En plus, c'est assez marrant parce que en fait, on voit sous l'escalier, c'est quasiment complètement lisse en fait. Donc il y a un vrai. Tout est retravaillé
Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'effectivement il y a le haut, les marches et toute la structure est superbe. Voilà. Et donc là, on va arriver en haut, on va laisser Agnès Lavoie reprendre son souffle quand même, parce qu'elle parle en même temps qu'elle monte, donc c'est un peu compliqué. Et donc on est en haut de l'escalier et il y a une voûte en effet absolument magnifique, une voûte végétale qui est vraiment superbe. Est-ce que vous pouvez un petit peu, ça ressemble d'ailleurs à, enfin c'est fait exprès de toute façon, ça ressemble à un chêne. Oui, c'est un chêne, mais pas que. Alors on a ce qui attend le visiteur à la fin de l'escalier, c'est une surprise, c'est une voûte sculptée qui fait 9 mètres carrés, donc qui est construite en liais, donc la fameuse pierre dont je vous parlais à l'instant, et cette voûte superbe renferme 3 plantes qui ont été découvertes finalement récemment, c'est-à-dire au moment de l'ouverture publique de la tour. On a pu faire des relevés supplémentaires, et alors qu'il n'avait été vu que du chêne sur cette voûte, on a pu apercevoir 2 autres plantes qui l'accompagnaient. Donc on a du chêne au centre et sortant du coin des murs, accompagné donc, enfin, il est accompagné au niveau des murs de l'aubépine sortant du milieu de chaque mur. Donc on a une alternance chêne et aubépine sur les côtés et au centre. Donc on retrouve notre chêne qui s'élance et avec lui se développe une autre plante qui l'accompagne et qui est du houblon. Alors chêne, aubépine, houblon, ce sont des emblèmes. On a travaillé avec une personne qui est formidable, qui s'appelle Laurent Ablot, qui a monté d'ailleurs sur Internet une base devise qui est très importante, qui est un véritable outil. Et avec lui, grâce à lui, on a pu comprendre donc là, qui était représenté avec ces 3 plantes, ce sont des emblèmes. On a pour le chêne la représentation du père de Jean sans Peur, Philippe le Hardi. Pour l'aubépine, c'est sa femme, donc la maman de Jean sans Peur, qui s'appelle Marguerite de Malle. Et pour le houblon, c'est Jean sans Peur lui-même. Donc on a une alternance sur les côtés entre les parents, donc le père et la mère, entre Philippe et Marguerite. Et au centre se développe donc le chêne, avec le houblon, donc le chêne, le père, et le houblon n'est autre que Jean sans Peur, donc le fils qui grandit avec le père. Donc il y a tout un lien très fort entre 2 générations qui sont vraiment indiquées ici. Et de manière plus globale, ce qui est très beau, c'est qu'on a vraiment, moi je dis, on est en présence d'un arbre généalogique très simplifié, avec les parents, le fils. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Et il y a un hommage très fort qui est rendu à la famille ici, parce qu'il faut comprendre le contexte aussi. Quand Jean sans Peur fait construire la tour avec cette fameuse voûte, ses parents sont décédés depuis 4 et 5 ans. Et il y a, je pense, un hommage fort qui leur est rendu à ce niveau-là, sans aucun doute. Il faut savoir aussi que cette voûte était en couleur, donc polychrome, avec un fond, on pense peut-être azur, où vous ressentez tous les végétaux en couleur naturelle. Donc il y avait un effet absolument sublime quand vous arriviez, notamment le soir. Vous aviez l'impression que tout était réel et vivant. Ça devait être absolument fabuleux. En effet, puis même rien que là, en fait, en voyant sans décoration polychromée, en fait, c'est déjà assez impressionnant. Mais il faut imaginer en effet cette espèce de décoration. Puis je pense qu'il y a vraiment comme vous dites, c'est un arbre généalogique simplifié, mais symbolique. Il y a une insistance sur le lignage, en fait. Même il y a une espèce d'impression de force dans le tronc central, en fait. Voilà. Ouais. On continue. Alors, il faut juste indiquer aux visiteurs, ce qui est intéressant, c'est que si la tour est très finalement ouverte, il y a énormément de fenêtres, d'ouvertures, dans l'escalier à l'intérieur, elle est extrêmement sécurisée. Et donc le grand escalier possédait 2 grilles, donc vous ne pouvez pas monter comme on voulait. Et après la voûte, on va passer par un petit escalier, donc petit, volontairement, puisque ça permet de filtrer l'accès vers les pièces supérieures. Là où se trouvait le prince, en l'occurrence. Voilà. L'étude, en fait, on appelle ça une étude, c'est le lieu de travail, donc l'étude, on pense que c'est une étude. Dernière chose, alors là c'est quelque chose qui a été refait très clairement, mais cette fenêtre, on voit une représentation symbolique. Et est-ce que vous pouvez en parler, parce qu'on le voit à l'extérieur aussi de la tour. Alors, ça, une chose importante à indiquer, c'est que quand on a ouvert la tour en 99 au public, c'est une association d'archéologues historiens de formation qui avons ouvert ce lieu vraiment et qui avons réussi à le tenir ouvert jusqu'à maintenant. Donc notre travail a été de mettre en valeur le lieu avec des reconstitutions les plus sérieuses possibles. Et justement, donc un des travaux a été de
vitraux. Et donc sur un des vitraux, on a pu indiquer, comme c'était le cas beaucoup d'enluminures, on voit le prince recevoir un manuscrit, on a pu installer son rabot. Il avait des emblèmes, en plus du houblon, le rabot, le niveau d'architecte qui était présent aussi sur ces vitraux. Et finalement, le prince est entouré de ces emblèmes un peu partout sur différents supports. Est-ce que vous pouvez juste expliquer l'histoire du rabot? Parce que ça, c'est amusant en même temps, parce qu'il y a une pique. Hein. Oui, il y a une pique, mais c'est un petit peu le fantasme pour moi réel. En fait, avec Laurent Blot, on en a, enfin, lui aussi, c'est lui plutôt qui le dit. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre l'idée de ces choix d'emblèmes qui sont des emblèmes avec le niveau de construction. L'idée, c'est de construire droit, voilà. Et il y a toute une métaphore autour du pouvoir avec ces deux emblèmes. Et l'idée, c'est de construire droit avec un niveau d'architecte et raboter un peu tous les gens qui sont contre lui. On est moins dans le rapport du pic, comme vous dites, avec le bâton noueux de Louis d'Orléans. Ça, c'est plutôt pour moi, je l'indique moi parce que j'en suis pas certaine, tout simplement. Je pense qu'il faut plutôt se focaliser. C'est pas aussi brut, si vous voulez. On est beaucoup dans la subtilité entre les princes, et je pense qu'il faut plutôt nuancer et plutôt voir ici une politique du nivellement, de construire droit dans un rapport, créer un bon gouvernement. En fait. Ça, c'est en fait Jean sans peur, c'est celui qui construit droit, et qui rabote en fait les gens qui ont un peu trop d'ambition. Et là, c'est ceux qui sont contre lui, enfin contre sa politique. Voilà. Donc on poursuit donc l'ascension dans un escalier en effet plus petit. On va rentrer un peu dans le sein des saints du duc de Bourgogne. Première salle avec une cheminée spacieuse. Et ce qui est important à voir, c'est que là, on arrive sur les salles qui ont le plus de reconstitution. Donc notre travail aussi, ça a été de mettre en valeur ces lieux. Alors les vitraux sont là aussi reconstitués, et l'idée, c'est de donner une idée de la lumière qui pouvait rentrer dans ces pièces. Parce que quand on a ouvert la tour en 99, on avait dû installer des plexiglas très laids pour se garantir des oiseaux qui pouvaient rentrer. Ça donnait pas du tout une idée de l'ambiance des lieux, donc on a réussi avec un mécène qui est Gaz de France à financer les vitraux dans la tour. Donc ça a été un gros travail, et on est très content de l'avoir concrétisé. Et on a rajouté du mobilier. Alors on a fait appel à un très bon ébéniste qui s'appelle Tanquagne, donc j'en profite pour le saluer, qui nous a reconstitué un très beau banc tournis dans cette pièce. Et puis ces pièces ont aussi une spécificité, elles ont chacune des retraits en fait avec des latrines, et on trouvait ça bien de reconstituer la partie des latrines pour les visiteurs. Ça plaît énormément. C'est une autre curiosité après la voûte. Alors, on précise, les latrines ne sont plus utilisables aujourd'hui. Voilà, mais on peut comprendre très bien le fonctionnement sans problème. Et en fait, on comprend surtout l'efficacité de la construction, puisque les latrines sont installées derrière les cheminées pour être chauffées. Elles sont même doublées par un conduit d'aération. Alors c'est le type de latrine à fosse, hein. Ça ne ressort pas sur l'extérieur, heureusement. Donc tout est inclus dans le bâtiment. Donc ça a coûté aussi pas mal pour tout présenter, tout organiser sur une telle hauteur. Et donc dans ce petit retrait, on voit donc les latrines qui sont reconstituées avec un siège très confortable. On voit également un lave-mains qu'on a pu retrouver aussi sur des enluminures, donc pour montrer l'importance de l'hygiène au Moyen-Âge, contrairement à ce que beaucoup pensent. Et pour nous, notre travail aussi, c'est beaucoup de battre en brèche les clichés qu'on peut avoir sur la période médiévale. Alors, en effet, juste jeter un petit coup d'œil aux latrines quand même. En effet, donc là c'est un... Ah oui, et donc il y a le siège, et on voit, alors c'est super, on voit dans le siège, vous avez ménagé donc une ouverture, on voit toute la... Non, pas du tout. Non, mais si, enfin bon, d'accord, j'ai l'impression. Ok, je me trompe lourdement, désolé. Donc voilà, donc le siège en tout cas est très confortable, c'est dans un petit retrait en plus qui donne directement derrière la cheminée, hein, en fait, donc pour être chauffé, et qui donne directement sur la fenêtre. Alors, donc et cette fois on va aller au dernier niveau cette fois, donc encore deux niveaux. Donc, elle est haute cette fois. Elle est haute. Et on peut aller partout. Et on peut aller partout en effet. Donc et voilà. Avant-dernier niveau donc, avec cette fois donc un mannequin
Jean sans peur himself. Voilà. Alors on s'est décidé donc du coup à le représenter, recevant en conseil restreint, comme ça au-dessus de son palais, dans cette pièce qui pourrait être une étude, hein, comme celle de Charles V à Vincennes. Et on voulait vraiment restituer un petit peu l'ambiance, donc à nouveau mobilier, la chaire en fait sur laquelle il est installé, sur estrade, autour de lui des petits tabourets très simples. L'idée c'est de montrer aussi la hiérarchie, c'est lui qui a la meilleure place devant la cheminée et les conseillers peuvent s'asseoir à côté. On s'est appuyé aussi sur des enluminures à ce propos, on le voit recevant en conseil et on a décidé aussi de reconstituer son vêtement. Alors là, j'espère que je ne fais pas d'erreur. Donc, avec la, donc là, d'après son portrait qui est aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Dijon, puisqu'il est arrivé récemment au musée des Beaux-Arts de Dijon avec les autres portraits des ducs. Donc Jean sans peur, on le voit avec son fameux chaperon rouge. Attention, ce n'est pas le petit chaperon rouge, avec qui est par-dessus donc une houppelande avec des manches extrêmement larges. Et ça, c'est très intéressant. Manches sur lesquelles sont en fait reproduites ces emblèmes. On peut retrouver le rabot, la branche de houblon. On pourrait aussi retrouver le niveau d'architecte. Donc tous les vêtements sont personnalisés, et y compris la couleur, parce que les couleurs sont emblématiques. Le vert, il avait comme couleur le vert, le rouge, le noir, le blanc. Donc ça permet au niveau des visites d'indiquer énormément d'éléments qui dépassent le cadre de ce qu'on appellerait le blason ou l'héraldique. On apprend un peu partout dans les musées sur le Moyen-Âge. Là, on parle aussi des vêtements. Voilà. Alors je renvoie nos auditeurs et nos auditrices à l'excellente émission que nous avons consacrée, à l'excellente exposition consacrée à la mode au Moyen-Âge, qui est toujours notamment visible à la Tour Jean sans peur. Donc là, c'était ici qu'il recevait certainement. Voilà. On a une qui arrivait, qui représente la scène. On va le retrouver voilà, sur quand même un siège impressionnant avec un dais, avec ses emblèmes, le rabot et la branche de houblon à nouveau. Et puis on voit ses conseillers, des gens sûrement très importants, mais qui sont sur des petits tabourets pour bien montrer la différence de hiérarchie. Et il reçoit donc Pierre Salmon. C'est le secrétaire du roi, et c'est un très beau manuscrit, c'est le dialogue de Pierre Salmon à Charles VI. Voilà, et c'est toute une histoire, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est un manuscrit politique fabuleux, et cette petite réunion discrète pouvait tout à fait se passer dans cette pièce, en surplomb. Alors, ce qui est intéressant, vous avez parlé tout à l'heure de Vincennes, on pourrait parler du Louvre, parce qu'en fin de compte, la Jean sans peur, il reproduit quelque part une architecture qui y a ailleurs dans Paris, parce qu'au Louvre, pareil, c'était construit sous Charles V, pareil, sous un mode de tour. En fait, avant, c'était une tour défensive, c'est devenu un palais sous Charles V, et à Vincennes, c'est à peu près le même principe. En fin de compte, où vous avez... C'est Charles V aussi, hein, Vincennes, donc on est effectivement, Charles V va, avec son architecte Raymond du Temple, faire révolutionner, on va dire, l'architecture de cette époque-là. Donc c'est vrai que c'est très important, et ce qui est très intéressant également, c'est que sous Charles VI, le souci, c'est qu'effectivement, du fait des différents problèmes du roi Charles VI, finalement, les chantiers vont s'essaimer au-delà du Saint-Roi, et finalement, l'idée de la grande vis, qui apparaît au Louvre d'ailleurs, hein, qui est la grande vis de Raymond du Temple, qui est une splendeur, qui a disparu malheureusement, eh bien ce modèle, en fait, hein, va s'essaimer dans les autres résidences princières, et on en trouve donc un modèle ici. Donc effectivement, il y a des liens, et surtout le grand escalier qu'on retrouve ici. Il faut savoir qu'il en reste très peu en France de cette époque. Parce qu'en plus, ça a l'air comme ça un peu simple, mais en fait, monter, il y a tout un sens symbolique, hein, politique, monter voir le duc, c'est monter l'échelle sociale, et puis en même temps, c'est user un peu ses jambes, et puis voilà, il faut mériter quelque part d'aller voir le duc. Hein. Oui, mais c'est surtout la beauté de l'escalier. Ouais. Je crois que c'est pas tant la hauteur ou monter, parce que les gens ont l'habitude, c'est plutôt l'idée de la beauté. Ils doivent être éblouis dès le début d'un tel grand escalier, confortable, lumineux, impressionnant, avec cette voûte, et pour arriver où? À ces pièces. Donc ces pièces ne sont pas faites pour n'importe qui, rien qu'avoir l'accès pour y arriver. On comprend bien que là, il y a un intérêt. On retrouve un petit peu, en modèle plus réduit, par contre, ce type d'escalier au musée de Cluny. Et le tout petit, l'escalier qui est aussi l'escalier qui permet l'hôtel. On voit qu'une voûte, c'est
niveau de la chapelle, parce qu'on a enfin, moi je me souviens de la voûte de la chapelle qui est très très belle. Oui, il y a d'autres endroits également, effectivement, mais c'est plus tardif, Cluny. Donc effectivement, le thème, enfin ce modèle d'escalier à vis va s'essaimer à la fin du XVe siècle. Il est récurrent, enfin il est très présent. Mais les premiers des années 1400 sont extrêmement rares, et ils apparaissent tous dans l'entourage du roi Charles V. On a Louis d'Anjou, Saumur, on a Tarascon, tous ces lieux qui possèdent ce type d'escalier. Dernier étage, on est parti. Et donc, nous continuons notre ascension. On dépasse là d'ailleurs, ça se voit, on passe à côté d'une fenêtre, on dépasse la hauteur des bâtiments haussmanniens qui sont juste à côté, on n'est plus haut qu'eux. Et donc on arrive où? Voilà, on arrive dans les combles, sous la belle charpente. Alors il faut quand même parler ici de l'association. Pour moi c'est très important, je suis très impliquée à ce niveau-là. Donc la tour est gérée sous forme associative. Elle ne perçoit aucune subvention, ni de la ville, ni de l'État, ni du ministère de la Culture. Et donc c'est très important d'indiquer aux visiteurs tout cela, parce que quand ils vont voir tout ce qu'on peut faire de façon finalement autonome et autogérée, ça donne de l'espoir pour protéger ces monuments, continuer à les ouvrir, montrer que c'est possible. Et nous avons notre budget équilibré chaque année, donc depuis l'ouverture, depuis 15 ans. C'est extrêmement important, montrer qu'on a des possibilités de garder des monuments ouverts. Et notre travail, c'est à la fois de faire découvrir le lieu, la période par les expositions temporaires, mais aussi de continuer à l'étudier en faisant intervenir des archéologues, des historiens sur le bâtiment. Et donc moi, je travaille avec un archéologue que j'apprécie beaucoup, qui est Marc Viré, qui est archéologue à l'INRAP, et avec lequel je souhaite continuer le travail sur la charpente, parce que on aurait possiblement une charpente en place. Donc pas la couverture, mais la charpente serait en place. Et il faut pouvoir. Ce serait la charpente d'origine. En fait. Il faudrait pouvoir le vérifier. Donc cette tour, elle réserve encore beaucoup de surprises. La voûte a été étudiée, la pierre a été étudiée, et maintenant, en fait, j'aimerais bien avancer sur la charpente. Donc voilà, là, il faut être clair et le faire avec des gens professionnels et qui, voilà. Donc c'est pour ça que j'aimerais travailler avec lui, parce que lui a un réseau, et voilà, j'espère pouvoir le faire cette année. D'accord. Écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, en l'occurrence. Donc on finit sur cette très belle charpente, avec en plus un système de panneaux. Encore une fois, vous avez, c'est ça qui est super. On n'a pas pu en parler évidemment, mais il y a quasiment à tous les niveaux, vous avez des panneaux explicatifs, même dans l'escalier. C'est important aussi à expliquer. C'est la mise en valeur d'un lieu qui n'a pas de collection, et en fait, on a un circuit de visite avec tout un parcours pour permettre une visite libre aux visiteurs et les prendre par la main pour les faire rentrer dans cette période et découvrir par thème l'histoire, l'architecture, la vie quotidienne. C'est en fait ça a été monté sous forme de centre d'interprétation. Ça plaît énormément à tous les publics. Alors on a des publics jeunes, plus âgés, mais on a des publics aussi d'autres cultures qui apprécient énormément notre lieu. On a notre dépliant qui est traduit en 12 langues. On a des enfants qui viennent régulièrement en famille. On a toutes sortes de choses. Donc j'invite les visiteurs à aller sur le site de la tour, www.tourjeansemper.com, pour connaître un peu toutes les prestations. Mais on a un énorme succès auprès des visiteurs, beaucoup de retours, et on est très fiers, en fait, on peut le dire, parce que sans aide extérieure, on arrive à tenir un lieu ouvert. Et il y a de quoi, voilà. Écoutez, on va finir là-dessus. Merci Agnès Lavoie pour cette super visite. Voilà, donc, on incite tous les auditrices et les auditeurs de Fréquences Médiévales à venir se déplacer à la tour, parce que l'entendre, la visite, c'est bien, mais la voir en vrai, c'est encore mieux. Merci à vous et à bientôt.